Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Donc moi aussi je me suis emparé du sujet qui nous était proposé, autonomie et émancipation, mais je suis économiste, chacun ses défauts, et donc je l'ai pris du point de vue du capital. Donc très peu de travail, vous verrez, très peu de pratique, mais c'est plutôt le monde tel que façonné par le capital, qu'est-ce qui nous ouvre aujourd'hui. Et peut-être pas mal de choses. Souvenez-vous, Karl Marx nous avait averti, à un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Des formes de développement, des forces productives qu'ils étaient, ces rapports deviennent des entraves, alors sous une époque de révolution sociale. Nous entrons dans une telle époque. La concomitance d'une longue stagnation économique et d'une transformation technologique accélérée en est le symptôme le plus évident. Le sous-emploi chronique, la crise financière permanente, la crise écologique, le ralentissement de la productivité révèlent chacun l'épuisement de la dynamique capitaliste au moment même où l'essor des big data, la multiplication des plateformes d'échange et le foisonnement des nouveaux robots annoncent un nouvel agencement des rapports sociaux de production, un nouveau mode de production. C'est dans ce contexte qu'il nous faut interroger, penser les questions de l'autonomie et de l'émancipation. Alors nous serions donc entrés dans le second âge des machines, The Rise of the Robots, proclame le Business Book de l'année 2014, décerné par le Financial Times et le cabinet McKinsey. Et les institutions du capital s'agitent. Tandis que l'OCDE tenait colloque il y a 2 semaines sur le futur du travail, la semaine dernière, c'était le Forum économique mondial qui s'est réuni à Davos au sujet de la 4e révolution industrielle. À la tête de cette institution essentielle pour la cohésion idéologique des élites capitalistes mondiales depuis 1971, Klaus Schwab s'effraie des conséquences politiques de cette nouvelle économie où les propriétaires de la technologie raflent tout. À en croire le Conseil national du numérique français, qui lui aussi vient de rendre un rapport il y a 2 semaines tout juste, le capitalisme est une nouvelle fois proprement révolutionnaire. Je cite. La période que nous traversons est celle d'une évolution systémique exceptionnelle et rarement connue dans l'histoire de l'humanité. En ce sens, il ne s'agit pas d'une crise, mais d'une métamorphose. Non d'un passage entre 2 états, mais d'une installation dans l'inconnu. Le langage est imprécis, mais il reflète une préoccupation pressante concernant l'emploi, l'organisation du travail et les inégalités, mais plus largement des mutations structurelles. Alors, une série d'études et d'événements marquants symbolisent, au-delà de ces rapports, le changement d'époque. Pour illustrer l'accélération des innovations techno-économiques en cours, je vais me focaliser sur trois principales logiques qui, bien évidemment, ne couvrent pas tout. Première logique, l'automation. La seconde, l'apprentissage autonome des machines. Et troisièmement, la coordination économique via les plateformes. Alors, les progrès dans le domaine de l'automation sont spectaculaires. Les robots sont présents depuis longtemps sur les chaînes de montage. Ils ont contribué à une substitution massive du travail humain dans l'industrie. Mais pendant des décennies, leur développement fut cantonné à l'exécution d'actes parfois complexes, mais toujours exacts, similaires. Extrêmement performants dans des contextes réguliers, les robots étaient en revanche incapables de s'adapter à des environnements changeants. Cette difficulté, connue sous le nom de paradoxe de Moravec, tient au fait que les activités sensomotrices qui nous semblent très simples à nous humains, se déplacer, manipuler des objets, mobilisent en fait inconsciemment un très grand nombre de facultés qu'il fut longtemps impossible de faire reproduire par les machines. Ce n'est plus le cas. La valse des milliers de robots Kiva manutentionnaires installés par Amazon dans ses entrepôts depuis l'automne 2014 en est une première illustration. Je ne sais pas si vous avez vu les petites vidéos sur Internet, mais tapez Amazon robot, et vous verrez comment ça se passe dans les entrepôts d'Amazon. Vous regardez en parallèle le reportage qu'il y avait il y a 2 ans sur France 2 sur les manutentionnaires dans les entrepôts d'Amazon en France. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, quoi. C'était horrible, le boulot dans les entrepôts de manutentionnaires d'Amazon en France, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Autre exemple, Baxter. Donc Baxter, c'est un robot incroyable, un robot industriel qui fait, en gros, à peu près tout ce que vous voulez. Il n'est pas préprogrammé, vous lui montrez ce que vous faites, et il reproduit les gestes. Et en particulier, il est très bon pour faire des choses qu'on ne savait pas faire précédemment, déplacer des pièces d'un tapis roulant à un autre, ou alors faire empaqueter des produits finis. Ça, c'est quelque chose que les robots ne savaient pas du tout faire. C'est tout bête pourtant, faire un paquet avec des pièces un peu différentes, mettre des objets différents dans un carton, les emballer, mettre une adresse, ça on ne savait pas faire. Ça, il le fait. Et l'élément évidemment très important, c'est que ces nouveaux robots sont de moins en moins chers et donc sont susceptibles d'être très largement déployés
dans les industries intensives en main-d'œuvre, y compris dans les pays en développement, dans des secteurs tels que le textile ou l'assemblage électronique. Alors, autre exemple, la restauration rapide pourrait être aussi impactée. Il y a déjà des modèles dédiés à la fabrication de hamburgers excellents à partir de produits frais, faits sur place. Il y a même au Japon plusieurs centaines de restaurants d'une chaîne qui s'appelle Kura utilisent déjà un système de distribution automatisé qui remplace les serveurs. Donc on commande électroniquement, et puis le plat demandé arrive. Et en cuisine, il y a des machines, des petits robots qui fabriquent une partie des sushis, au fur et à mesure de la sushi. Plus impressionnant encore, bien sûr, mais ça vous en avez entendu parler, c'est des véhicules automobiles sans pilote qui sont désormais au point. Leur déploiement dépend pour l'essentiel de leur acceptation sociale et de l'évolution des conditions réglementaires. Là encore, le nombre d'emplois substituables dans la manufacture, dans la manutention, dans le métier de la route, dans ces services est considérable. Alors, ce qui est aussi important, c'est que la menace de la substitution ne se limite pas à ces domaines. Elle concerne également de nombreuses activités généralement perçues comme des activités très qualifiées, intellectuelles, par exemple dans le domaine du droit, le traitement juridique, la finance. Aujourd'hui, il y a énormément de services financiers qui sont automatisés. Vous connaissez le rôle du trading à haute fréquence, qui prend des boulots de trader, je vous l'assure. La programmation informatique, la traduction simultanée. On a déjà des casques de traduction simultanée orale qui sont disponibles. On pourrait faire ça avec. Donc c'est que du portugais-anglais pour l'instant, mais ça va très rapidement être disponible. Le journalisme, un site comme Forbes a déjà une partie de ses articles qui sont écrits par des algorithmes. C'est pas des articles de sport et de finance. Pour l'instant, c'est pas très subtil, mais bon, c'est moins le cas. Les profs aussi pourraient voir une partie de leur travail disparaître. Alors, je ne vais pas vous parler des MOOC, mais simplement quelque chose de peut-être plus inattendu, les textes, les corrections de copie. Il y a des tests qui ont été faits sur des corrections de copie d'essai, donc des petites rédactions, de primaire et collège. Et finalement, on s'est rendu compte que les machines étaient à peu près aussi performantes que les êtres humains là-dessus. Bon, il y a eu toute une polémique aux États-Unis, en Grande-Bretagne autour de ça, mais voilà, les choses sont là. Alors, bien sûr, là évidemment, j'ai essayé de marquer votre imagination en prenant tout ce que j'ai trouvé dans les livres que j'ai lus sur ces histoires, et on n'en est pas là. L'automation, dans son ampleur, elle fait débat. Il y a une étude par des universitaires d'Oxford qui prévoyait que d'ici 15 ans, 50% des jobs aux États-Unis pourraient être remplacés par des machines. Évidemment, toute une série d'économistes sérieux ont dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Bon. Donc l'ampleur fait débat de ces choses-là. Mais ce qui est important, c'est que, puis il y a de multiples paramètres que je ne vais pas évoquer, les politiques, le rapport, le vieillissement de la population, les rapports nord-sud, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit quand même d'une vague. Il y a une série d'avancées simultanées sur de multiples fronts qui vont avoir des effets très substantiels et sur le niveau, et sur de l'emploi, et sur la structuration de l'emploi, et sur la qualité du travail. Il se passe quelque chose. Alors, un des autres éléments au-delà de l'automation, c'est l'apprentissage des machines. En particulier, l'automation, elle progresse aussi vite parce que les machines, elles ont appris à apprendre. Alors, les approches d'intelligence artificielle consistant à tenter d'imiter les fonctions du cerveau humain sont but à des difficultés majeures. Ça, on ne sait pas faire, on n'arrive pas à imiter ce que fait le cerveau humain en tant que tel. Par contre, on s'est rendu compte avec les big data, et vous en avez entendu parler, que là, on pouvait apprendre beaucoup de choses. On ne comprend pas, mais on observe. Les machines, elles traitent des données par millions, et elles en tirent des régularités, et elles appliquent, si vous voulez, les comportements qu'elles voient émerger de ces régularités. C'est en particulier ce qui est à l'œuvre pour tous les logiciels de traduction. Le programme s'entraîne d'abord lui-même sur des données déjà connues, des textes déjà traduits, puis ensuite, à partir de là, met en place des règles qui, par lui-même, qu'il va appliquer ensuite de façon autonome. Alors, il y a aussi quelque chose dont vous avez peut-être également entendu parler, c'est que les travailleurs eux-mêmes apprennent aux machines. Sans doute, vous savez que de plus en plus, le travail informatisé est lui-même contrôlé et mesuré par les employeurs. Les travailleurs sont fliqués dans le détail de leur activité. Alors, non seulement ces données qui sont récoltées servent à mesurer les performances des travailleurs, à les surveiller, mais ils servent aussi à apprendre aux machines à les remplacer. Et alors l'endroit où c'est le plus évident, c'est peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'est Amazon Mechanical Turk, c'est le turc mécanique d'Amazon, où des micro-tâches sont outsourcées, où vous pouvez les remplir pour quelques centimes sur Amazon, mais le but du jeu, ça ne vous rapporte vraiment pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même des millions de personnes dans le monde qui travaillent là-dessus, mais l'enjeu du travail réalisé là, c'est effectivement de réaliser ces tâches-là, mais le principal enjeu, c'est d'apprendre aux machines à le faire après. Et pour ça, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui le fasse pendant beaucoup de temps. Et c'est ça le
Bref, grâce au big data, puis à d'autres principes que je n'ai pas le temps d'évoquer, hein, la courbe d'apprentissage des machines aujourd'hui suit une trajectoire exponentielle. Troisième élément, hein, la montée en puissance des plateformes numériques. Donc les plateformes numériques, à mon avis, quelque chose de particulièrement important, parce qu'au-delà de l'impact quantitatif, il y a aussi l'idée d'une mutation organisationnelle majeure dans l'organisation des rapports de production. Alors une plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui occupe une fonction d'intermédiation et d'organisation de l'accès aux informations, au contenu, aux services ou aux biens. Hein, vous les connaissez toutes. Amazon, Le Bon Coin, Alibaba, Facebook, Google, Avaz, hein, qui organisent des pétitions et même des manifestations, hein, sont des modalités diverses des plateformes numériques au sens large. Alors, je vais me concentrer sur un type de plateforme particulier, dont vous en avez bien entendu parler, ce sont les plateformes qui sont dédiées à la mise en relation directe de donneurs d'ordre et de prestataires indépendants. C'est évidemment Uber, mais c'est aussi Airbnb, Blablacar, YoupiJob, Taskmaster, bon, toutes des choses super. Leur point commun, c'est de faire sortir le travail du salariat. C'est ce qu'elles font. Et ces plateformes d'outsourcing semblent en passe de réaliser le rêve des nouvelles théories d'entreprise, des théories libérales de l'entreprise qui se sont développées suite aux travaux de Ronald Coase de 1937. Hein. Et pour ces auteurs, ils essaient de penser la firme comme un nœud de contrat. C'est-à-dire qu'il y a partout des marchés, bon, et seulement les marchés dans la firme sont un peu particuliers. Ce sont des contrats un peu particuliers. Et Coase en particulier expliquait la spécificité de la firme, c'est-à-dire l'existence d'un rapport de subordination, hein, qui s'inscrit dans la durée, découle de l'existence de coûts de transaction, tels que l'incertitude sur la disponibilité du produit, des compétences, les coûts de recherche, le risque d'une situation de capture, etc. Eh bien, en écrasant ces coûts de transaction, les plateformes changent radicalement les conditions de la mise au travail. C'est ça qu'elles font. Elles permettent une rencontre quasi instantanée entre l'offre et la demande, grâce à l'automatisation numérique des fonctions d'intermédiation. Elles organisent une mise en concurrence radicale des travailleurs atomisés, tandis que la socialisation du projet de travail s'impose, elle, via des injections numériques qui sont nourries d'un enregistrement systématique de métriques des performances individuelles. Vous voyez le côté vraiment pervers de la chose. À la fois, on surveille parfaitement les travailleurs complètement atomisés, on peut avoir on récolte des données sur la performance, et ces données même servent à prescrire la manière dont ils doivent se comporter et permettent aux donneurs d'ordre d'avoir quelque chose d'extrêmement précis. 3. Le travail s'y présente nu, hein, comme pure force de travail individuelle, dépouillée de toutes les protections collectives cristallisées dans les institutions du salariat. Et 4. La plateforme, propriétaire des données qu'elle centralise, elle s'approprie les externalités positives de ces réseaux. C'est-à-dire, vu qu'il y a beaucoup de gens qui participent, il y a beaucoup de données qui sont générées, et le fait qu'il y ait beaucoup de gens sur la même plateforme, et en soi, l'origine de l'utilité de cette plateforme-là, elle peut donc prendre des commissions tout à fait importantes. Dans Airbnb, c'est d'ordre de 20%, entre 10 et 20% des logements, et elle peut apprendre des données qu'elle collecte. Donc, bref, automation, apprentissage numérique et plateforme ont déjà des effets socio-économiques puissants qui devraient probablement s'amplifier actuellement. Alors, de très nombreux travaux traitent de ces choses-là. On peut remonter aux discussions sur l'immatériel à André Gorz, souvenez-vous, autour de Tony Nigri, il y a eu beaucoup de discussions. Plus récemment, des travaux comme ceux d'Antonio Casilli et de Christian Pflug qui essayent de disséquer les différentes formes de mobilisation du travail numérique, y compris tout ce qu'on fait sans s'en rendre compte, qui est du travail numérique, qui génère de la richesse numérique. Il y a aussi évidemment beaucoup de discussions sur les déqualifications du travail qui sont à l'œuvre, la polarisation, du côté plus positif sur une certaine autonomie qui peut être gagnée, une flexibilité. Bon, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a aussi des discussions qui sont non seulement sur le travail numérique, mais sur le travail physique, matériel, classique, qui est transformé lui-même par le numérique. En particulier, des sociologues du travail, Stéphane connaît bien ça, mais on peut aussi penser à Jean-Pierre Durand, observe la reconfiguration du travail matériel sous l'emprise de la chaîne invisible du toyotisme numérisé. Dans les milieux d'affaires, on s'interroge sur la fin du management, avec la fin des fonctions d'encadrement, et les économistes, eux, s'interrogent sur la dynamique macroéconomique. Et ils voient avec effroi la possibilité d'une dynamique cumulative déflationniste, où à la fois des gains d'efficacité et la baisse des revenus du travail provoqueraient un effondrement des prix. Certains pointent évidemment l'émergence de très puissants monopoles, d'autres pronostiquent un nouvel élargissement après l'émergence des pays du Sud, un nouvel élargissement majeur du Nord et du Sud. Bon, bref, je n'ai pas le temps de rendre compte de toutes ces choses-là, mais ce qui me semblait important de montrer, c'est que ça bouge très vite. Ça bouge très vite et c'est plein de contradictions. En particulier, il n'y a rien dans ce qui est dessiné pour l'instant qui permette de manière interne au processus économique à l'œuvre de boucler, de permettre un nouveau bouclage capitaliste positif. On n'a pas quelque chose de nouveau comme le Fordisme qui avait permis de
faire émerger une vague de croissance. C'est pas ce qu'on observe là. Alors je voudrais donc poser la question stratégique maintenant de la transformation sociale, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse tous ici. Le philosophe Walter Benjamin souhaitait organiser le pessimisme. L'histoire n'a aucun sens, écrit-il. Michael Lowy ici a expliqué la force de cette pensée de benjaminienne en détail. Et donc Benjamin expliquait que rien n'est plus corrupteur que l'illusion progressiste dans l'avènement d'un idéal, le mirage du fonctionnalisme. Nul défaitisme dans ces constats, mais une certitude inquiète. Le pire est possible, sinon probable. Et de nos jours, on voit un peu quelle pourrait être cette dystopie. Ça serait une forme de néo-féodalisme. Et on trouve toute une série de réflexions sur le néo-féodalisme, aussi bien chez les penseurs critiques. Thierry Labica avait fait un texte à Historical Materialism il y a 3 à 4 ans sur ce thème-là, mais sous la plume de Martin Wolf, qui est un des commentateurs phares du Financial Times, il parle aussi du néo-féodalisme. On le trouve dans toute une série d'auteurs de dominants. C'est quoi ce néo-féodalisme? Eh bien, ce serait une forme de nouveau régime économique où les propriétaires des robots, données, algorithmes, tout ça mis en place, disposeraient d'un contrôle social total sur le produit social, sans ne plus dépendre du travail humain, ou très peu, le travail humain étant lui-même devenu complètement surabondant. Vous voyez bien politiquement ce que ça produit quelque chose d'absolument horrible. Alors, évidemment, on n'en est pas là, mais une telle tendance semble bien à l'œuvre. On peut en tous les cas avoir des choses qui vont dans ce sens-là. Par exemple, l'accumulation de richesses dans les grands monopoles numériques capitalistes, les Google, les Facebook, où il y a très peu de travail, c'est surtout des mécanismes de concentration et de contrôle social. Alors c'est pour ça que je suis un peu dubitatif sur, peut-être que vous avez entendu parler de ça, sur les courants accélérationnistes. Il y a eu un manifeste accélérationniste il y a 2 ans qui dit pour aller vers l'émancipation, il faut que ça accélère, il ne faut pas freiner, il faut que ça accélère. Quand on voit dans quelle direction ça va, l'accélération n'est pas quelque chose de particulièrement rassurant. Mais pour autant, il est certain qu'une gauche, une stratégie d'émancipation ne peut pas se cantonner à défendre les acquis, avoir une posture réactionnaire, certes de gauche, mais réactionnaire, centrée sur la défense de l'État-providence. Donc il faut essayer de trouver des éléments de cette stratégie. Alors évidemment, dans les quelques minutes qui restent, je ne vais pas vous les trouver, mais je vais essayer de tourner un peu autour de ça. Alors, d'abord, je vais revenir un peu aux fondamentaux. Dans la tradition marxiste, le problème de l'autonomie a une double dimension. D'un côté, c'est la question, un double sens. D'une part, c'est l'autonomie relative du politique et plus largement de la superstructure, merci David, par rapport à la base économique. Alors vous vous souvenez, on a souvent rabattu l'althussérisme à un déterminisme structurel étroit, la pensée d'Althusser, mais pourtant, sa belle formule, selon laquelle l'heure solitaire de la dernière instance ne sonne jamais, c'est-à-dire l'heure solitaire de la détermination économique en dernière instance n'arrive jamais, ouvre au contraire sur la possible détermination politique de l'économique en certaines conjonctures. Alors ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de fatalité économique aux destinées sociales, mais qu'évidemment ces destinées sociales s'inscrivent dans des déterminations matérielles tout à fait claires. Et c'est précisément là que se glisse la seconde dimension, proprement stratégique de l'autonomie. Celle qui bouscule l'aporie de la phrase de l'Internationale, nous ne sommes tout, nous ne sommes rien, soyons tout. Bien sûr que ça ne peut pas arriver. Pour devenir tout, les subalternes doivent déjà être quelque chose. Et ce quelque chose, il apparaît pas nulle part, il apparaît sous l'empire du capital, en tant que dominant. Alors dans le langage du vieux mouvement ouvrier, c'est quoi? C'est l'autonomie de la classe pour soi, c'est celle qui prend conscience d'elle-même, en résistant. Hélas, la résistance, ô combien indispensable, ne suffit pas. Sans ligne de fuite, la lutte économique contre le capital, dans le capital, contre le capital, aboutit en fait à un approfondissement de l'emprise de ce dernier. Et en ce sens, les victoires sociales de l'après-guerre, en premier lieu la lutte pour les salaires, n'ont finalement produit qu'une intégration plus intime de la classe ouvrière dans les rouages du capital. L'augmentation des salaires va de pair avec l'élargissement du règne de la marchandise, l'extension progressive de celle-ci à toutes les sphères sociales. De la même manière, on pourrait dire que le verre est dans le fruit, dans la révolution russe, dès que Lénine s'enthousiasme pour le taylorisme. D'un certain point de vue, d'ailleurs, l'expérience soviétique a été surtout une des modalités de modernisation, de rattrapage vers les pays capitalistes avancés. Alors, loin, moi, la volonté de la limiter à ça. Il y a ça aussi. Alors, comme le suggérait déjà David au début de la plénière, il faut revenir à Gramsci. Et une de ses idées forces, c'était que l'autonomie véritable des subalternes, elle implique qu'ils se dotent d'un projet débarrassé de l'hégémonie intellectuelle des groupes économiques dominants, qu'ils forgent ce qu'il appelle une culture supérieure et autonome. Alors pourquoi, on peut se demander pourquoi aucun des puissants mouvements antisystémiques du XXe siècle n'y est parvenu.
les partis communistes ont été extrêmement puissants, le mouvement social-démocrate a été extrêmement puissant, les anarchistes ont eu des périodes où ils étaient également extrêmement puissants, et personne n'y est véritablement arrivé. Pourquoi? On peut risquer une hypothèse. La raison principale pourrait être tout simplement que le développement des forces productives n'était pas venu contrarier, mais au contraire renforcer les rapports de production existants tout au long du XXe siècle. Je m'explique. Et l'Union soviétique, et la révolution culturelle chinoise, et la social-démocratie, des expériences aussi différentes les unes que les autres, butèrent finalement sur le fouet des nécessités extérieures. C'est quoi le fouet des nécessités extérieures? Eh bien, c'est la pression de la puissance matérielle et idéologique d'une dynamique capitaliste à l'échelle mondiale qui était relativement forte sur l'essentiel de cette période. Alors chacune de leurs avancées respectives, chacun a eu des avancées, mais d'une manière ou d'une autre, c'est retourné contre eux, puisque finalement, in fine, chacune a contribué à l'extinction du salariat, à la prolétarisation, puis à la marchandisation du monde. Alors ce verrou, qui expliquerait ces échecs, pourrait néanmoins être en train de sauter. En dépit de l'affaiblissement structurel des mouvements, la conjoncture historique pourrait être plus ouverte qu'il n'y paraît. La concomitance, je l'ai dit au début, d'une accélération technologique d'un côté et d'une perte de dynamique du système de l'autre, et le fait que cette accélération technologique semble dysfonctionnelle par rapport au système lui-même, pourrait radicalement changer la donne. La puissance matérielle et logique du capital pourrait s'affaiblir. Alors pour autant, évidemment, c'est pas de soi-même que ça va se passer. La transition en cours n'apportera rien de bon aux subalternes s'ils ne sont pas en mesure d'élaborer une culture supérieure autonome, comme disait Gramsci, et de lui donner une déclinaison pratique. Et donc voilà, je vais finir rapidement autour de cette dimension pratique. Le champ de la discussion que j'ouvre est évidemment immense, mais il me semble qu'il y a 3 idées qui circulent qui pourraient permettre d'articuler une telle vision émancipatrice. La première, vous le savez sans doute, c'est celle du revenu universel, qui est très largement discuté, un revenu garanti, déconnecté du travail, qui correspondrait à cette époque de l'immatériel. Éventuellement, par exemple dans les déclinaisons de Friot, qui serait en fonction des compétences. Cette idée a de nombreux partisans à gauche, mais j'y suis pour ma part plutôt réticent. En particulier, le fait qu'à la suite de Hayek, un nombre considérable de théoriciens néolibéraux y soient favorables contribue pas mal à ma méfiance. Le point principal est le suivant. L'établissement d'un revenu universel, indépendamment d'un contrôle sur les moyens de production, c'est-à-dire pas de contrôle sur les algorithmes, sur les machines, reviendrait finalement à offrir une dernière béquille au capital. Au moment même où il est incapable d'assurer la reproduction de la marchandise, où cette reproduction de la forme marchandise entre en crise, mettre en place un revenu universel, c'est le moyen de la réactiver, d'éloigner, et en plus, ce revenu universel a un autre défaut, c'est qu'il éloigne un peu plus la masse de la population de tout contrôle sur la direction politique du destin collectif, du destin productif. Donc, voilà, je ne suis pas enthousiasmé par cette idée. Deuxième idée régulatrice, c'est celle des communs. Et à mon avis, c'est une idée puissante et qui, d'une certaine façon, résonne avec ce qui a été discuté par les 2 précédents intervenants. Alors, je le prends plutôt de l'angle des économistes, mais je pense que ça a beaucoup de pas. Alors, l'idée puissante des communs, c'est qu'elle permet d'articuler à la fois des pratiques de masse, qui aujourd'hui existent à l'échelle de masse, des communautés entières, on l'a vu, mais Wikipédia d'un autre côté, et bien d'autres choses, et en même temps, des batailles immédiates, des batailles politiques immédiates sur le droit de propriété, sur le piratage, toutes ces choses-là, et puis des alliances sociales. Ça permet de voir aussi quels acteurs pourraient s'allier, à quelles échelles. Donc c'est assez bien pour travailler. Moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se nourrissent. Et je trouve que... et puis en plus, bien évidemment, un horizon émancipateur. Les communs, le commun, mais les communs, c'est aussi quelque chose qui se pose en alternative au marché, au privé, donc il y a quelque chose, et à l'État. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant. Alors je trouve que de ce point de vue, l'ouvrage coordonné par Benjamin Coria l'an dernier expose bien cette puissance singulière des communs. Mieux que celui de Dardot et Laval, qui est très philosophique, qui pose l'idée de manière très générale, mais Coria il pose la chose de manière un peu bricolée, concrète, comment ça se passe et quelles sont les batailles qui pourraient avoir lieu. Mais en même temps, je note que ces communs ne sont pas directement porteurs d'un principe de généralisation, de quelque chose qui, à la manière de la marchandise, était quelque chose qui a permis d'universaliser. C'est quelque chose, au contraire, qui fragmente, qui isole, qui construit des communautés, mais par définition, pour qu'il y ait des communs, il y a des limites à des communs. Il y a ceux qui ne sont pas dans le commun. Il y a des communs naturels, il y a des communs de la connaissance, mais il y a aussi beaucoup de communs qui impliquent des barrières. Alors, en plus, je trouve que les communs ne permettent pas tellement de penser de quelle manière la marchandise pourrait se dissiper. On les voit bien se développer dans les interstices, mais de là à renverser la logique telle qu'elle est aujourd'hui imposée par le capital, on ne voit pas tellement comment ça pourrait se faire. Bref, je suis très ouvert si vous voulez, mais un peu dubitatif.
Alors une troisième idée, hein, c'est la dernière, est passée de mode, mais à mon avis, elle pourrait être sortie du placard. C'est quoi? Ben, c'est la planification. Frédéric Jameson ne touche-t-il pas à une vérité profonde lorsqu'il affirme que, je cite, le capitalisme financier détourne à des fins improductives ce qui faisait désespérément défaut à la planification soviétique, c'est-à-dire des systèmes d'information puissants et parfaitement synchrones. Une planification démocratique, décentralisée, adaptative est-elle aujourd'hui impossible? Regardez comment les multinationales gèrent les chaînes globales de marchandises, des processus extrêmement complexes en temps réel. À mon avis, il n'y a aucune raison que ce soit impossible. Le point décisif, et je finirai par ça, c'est que la puissance des systèmes d'information permettrait aujourd'hui de se coordonner en s'émancipant du réductionnisme marchand. Et je suis ainsi d'accord avec un auteur américain qui s'appelle Mackenzie Wark, qui affirme la chose suivante. Une partie du problème du capitalisme est qu'à la fois, et en théorie et en pratique, il agit comme si un seul genre d'information comptait, la valeur d'échange. Aujourd'hui, nous avons désormais la technologie pour produire de l'information, mais de genres différents, qui pourraient modifier les critères de gouvernance de la production. Bref, je vous propose un nouveau mot d'ordre pour l'émancipation, des algorithmes contre la marchandise. Merci.